Allô tout le monde! Ben aujourd'hui, pour essayer de tromper l'ennui du confinement qui s'étire et semble totalement interminable, comme le rouge et le noir de Stendhal, je vais vous suggérer, en fait, on va faire ensemble une activité hautement pertinente pour stimuler un petit peu notre réflexion philosophique et notre réflexion intellectuelle. Ben oui, hein, parce que pendant un mois, là, quasiment un mois et demi bientôt, je pense, on a eu le temps là, d'écouter tout plein d'émissions pertinentes. Là. Il y a mis Mummies, puis Too Hot to Handle sur Netflix. On a appris tous les trucs de survivalisme qui étaient mis à notre disposition dans Naked and Afraid. Puis là, on se dit, ben, pourquoi pas continuer dans la réflexion, dans les choses humaines, dans les grands questionnements existentiels et continuer à réfléchir à des sujets qui nous touchent, même en confinement. Alors aujourd'hui, je vous propose des réflexions sur les relations de couple, les relations conjugale entre un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, plusieurs hommes, plusieurs femmes, on s'en fout. Pour accompagner cette réflexion-là, moi, je vous propose d'aller faire un tour sur une page Facebook qui vient justement soulever des questions, souvent mettre en scène des dilemmes moraux, des dilemmes éthiques, des mises en situation, de choses qui pourraient nous arriver, et où les gens viennent finalement discuter et échanger sur les différentes facettes des relations humaines. Donc, c'est toujours extrêmement pertinent et ça peut permettre d'approfondir finalement la réflexion sur nous-mêmes, sur notre vie de couple ou notre absence de vie de couple pendant le confinement. Donc, la page Facebook que une de mes amies en fait connaissait, et c'est elle qui m'en a parlé hier, et je suis vraiment, vraiment très contente de l'avoir découvert parce que, écoutez, ça manquait, et puis je pense que toutes les occasions de réfléchir sont bonnes. Ça s'appelle Les Infidèles du Québec. Donc, c'est une vraie page Facebook. Tous les commentaires, toutes les publications sont publiques. Donc, ce que je vais vous lire, c'est des choses que les gens ont mis publiques et vous pouvez aller le voir vous aussi pour vous abreuver finalement de toutes ces réflexions-là. Donc, premier message sur les infidèles du Québec qui a été publié hier à 21h. Donc, quelqu'un se demandait finalement quoi faire dans la situation qu'elle décrit comme suit. J'ai surpris ma fille de 19 ans et le fils de mon conjoint, qui lui a 21 ans, à avoir des relations sexuelles. Ils sont élevés ensemble depuis qu'ils ont 4 et 6 ans. Je n'ose pas aborder le sujet avec aucun d'entre eux. Je me demande si c'est bien ou si c'est mal. J'aimerais des avis SVP. Adminka. Ben écoute, Adminka, moi, je te recommande vivement de lire l'intégrale des œuvres de Freud. Sigmund Freud, donc, est un psychanalyste viennois et qui a vraiment étudié les mœurs sexuelles des enfants, des adultes, des gens dans la même famille. Et finalement, ça va peut-être te donner des pistes de réflexion, Adminka, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe entre ta fille et le fils de ton conjoint, 21 ans, qui ont des relations sexuelles ensemble. Puis bon, peut-être que ça va te donner des outils conceptuels un peu pour aborder cette discussion-là entre eux. Maintenant, quand on regarde les commentaires, écoute, il y a plein d'autres pistes de solutions qui peuvent être envisagées. Ici, quelqu'un qui visiblement a beaucoup de connaissances en biologie nous affirme « S'il n'y a aucun lien de sang, c'est OK. Si oui, appelle un psy. » Ben voilà, hein? On fait confiance aux professionnels de la santé. Appelle un psy, ben pourquoi pas te référer au père de la psychanalyse, Sigmund Freud. Donc, on va continuer ici. Voilà, ici une histoire tragique, digne de toutes les tragédies gréco-romaines où les gens s'entre-déchirent, il y a des quiproquos, puis bon, l'amour, c'est dur. Longue histoire. J'ai quelques questions pour vous. Bon. Je suis en couple depuis bientôt 2 ans et on doit se marier l'an prochain. Donc, 2 ans en couple, ils vont se marier l'an prochain. J'imagine que ça va bien. Mon conjoint a eu une aventure avec une collègue de travail au début de l'année. Il n'a jamais eu assez de couilles sans S pour m'avouer la vérité. Il me dit toujours qu'il n'est rien arrivé. Donc, elle l'a su, j'imagine, là, c'est implicite, mais elle l'a su par quelqu'un d'autre. Lorsque j'ai découvert sa nouvelle amie Facebook,
Donc, c'est une nouvelle amie Facebook avec qui est une collègue de travail, avec qui, semble-t-il, il aurait eu une aventure. Elle l'a découvert en voyant que c'est son amie Facebook. Il a commencé par me dire qu'il ne la connaissait pas. Ben, hein, on est toujours amis avec plein de gens qu'on ne connaît pas sur Facebook. Plus tard, alors que je le quittais pour une demi-journée de travail, monsieur a fixé un rendez-vous devant moi, tout en se cachant pour la texter. Bon, il est devant lui, puis il se cache. J'ai eu un doute. Il est devant elle, puis il se cache. J'ai eu un doute, donc j'ai vu à ma pause sur son Messenger qu'elle était devant chez moi à lui parler pour aller le voir. Elle était devant chez lui à lui parler pour aller le voir. J'ai cherché à savoir la vérité et il nie toujours. On l'a même vu devant nous à une caisse de magasin. Ben là, hein, quelqu'un est devant vous à une caisse de magasin, à l'épicerie ou chez Rona ou chez Renault Dépôt, puis cette personne-là est devant vous et c'est une amie Facebook de votre conjoint ou conjointe. Ben, je pense vraiment qu'il y a anguille sous roche. Écoutez, Colombo et Hercule Poirot peuvent aller se rhabiller. Elle était devant eux dans une caisse de magasin, point d'exclamation, point d'exclamation. Monsieur continue de nier que c'est elle. Mes questions sont, je la contacte pour avoir la vraie réponse? Et trouvez-vous que d'avouer et mentir, c'est un manque de maturité? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, admin cas. Ben, admin cas, écoute, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, tout ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on a, quelque chose de vraiment fascinant qui se passe. C'est-à-dire, trouvez-vous, d'abord, que d'avouer et mentir, c'est un manque de maturité. Donc, le conjoint en question réussit à avouer et mentir en même temps. On vient d'oblitérer complètement le principe de non-contradiction. Moi, je trouve ça absolument fascinant, cette histoire-là, d'un point de vue de logique de l'argumentation. Là, on vient de dépasser complètement tout ce qui avait été fait, toute une possibilité là, de logique qui s'ouvre à nous avec cette nouvelle découverte, comme quoi on peut avouer et mentir en même temps. Donc, on peut faire quelque chose et son contraire tout en même temps. Bon, est-ce que c'est un manque de maturité ou pas? Je ne sais pas, là, de détruire le principe de non-contradiction, mais tout de même, je trouve que c'est franchement un coup important dans les avancées de la logique formelle. Donc, félicitations, Adminka. Je trouve que tu tiens quelque chose ici. Je t'encourage à poursuivre tes recherches. Donc, on continue. Bon, il y a des choses un peu plates, il y a des images un peu niaiseuses. Ah. Ici, c'est Admin R qui a un problème. J'ai déjà eu de quoi avec un gars en boîte de nuit. Donc, elle a eu de quoi avec un gars en boîte de nuit. On se regarde d'un bout à l'autre de la pièce, on danse ensemble toute la soirée, on s'embrasse et on rentre ensemble, lui, quelques-uns de ses amis, ma coloc et moi. Toute la soirée, on flirte, puis on dort ensemble, mais rien de plus. Donc, je comprends qu'ils ont dormi, là, tu sais, comme fermer les yeux puis dormir, donc rien de plus. Puis le lendemain, je retrouve mon chat. Perso, je considère même pas ça comme de l'infidélité. Bon, le sens, c'est l'usage. Alors, ben, si tu ne considères pas ça comme de l'infidélité, moi, je ne suis pas là pour juger. Hein? Je ne pense pas qu'il y ait une définition absolue et universelle de l'infidélité. Là, Socrate ne va pas venir nous demander « Dis-moi, bel et savant et piance, qu'est-ce que l'infidélité? » Ben non, hein? Le sens, c'est l'usage. Les termes, ils ont des définitions larges et fluctuantes. Les concepts ont des bords flous. On est vraiment ici en pleine conception wittgensteinienne du langage. On ne considère pas ça comme de l'infidélité dans ce cas-ci, selon la grammaire du jeu de langage dans laquelle elle se situe, là, je ne sais pas quoi. J'aime mon chum. J'avais pas de feeling pour lui et on n'a jamais gardé contact. Si les sentiments étaient impliqués, là, je dirais que c'est trompé. Mais ça, c'est moi. Donc voilà, Admin R nous indique la conception nominaliste du langage, par exemple, qu'est-ce qu'une infidélité? On ne peut pas trouver une définition globale et absolue et universelle de l'infidélité. L'infidélité ne vit pas dans le monde des idées platoniciens. En fait, le sens d'une infidélité va dépendre de dans quel jeu de langage on se situe, puis finalement de l'usage qu'on donne à cette infidélité-là. Donc, une belle réflexion, en fait, sur la conception, la deuxième philosophie de Wittgenstein, la conception constructiviste, finalement, de la connaissance, une conception où le langage, finalement, est au seuil même du processus d'établissement de nos connaissances. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Ah, ici. Vous surprenez le chum ou la blonde d'un de vos amis tromper celui-ci. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous en parleriez à votre ami? Ben là, on est dans un dilemme vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a deux approches qui sont possibles. D'abord, on pourrait utiliser l'approche utilitariste où on va réfléchir aux conséquences de notre geste. Hein. Est-ce que je dis à mon ami que sa blonde ou son chum sont en train de le tromper? Ben, un utilitariste, mettons John Stuart Mill ou Jérémy Bentham, ce qu'il ferait, c'est qu'il calculerait, selon un calcul 100% rationnel, la somme des plaisirs et des déplaisirs qui seraient occasionnés par l'aveu que vous pourriez faire à votre ami. Donc, est-ce que ça créerait plus de bonheur ou plus de tristesse aux gens autour de vous, toujours en gardant à l'esprit que chaque personne vaut pour un et seulement pour un. Vous ne pouvez pas accorder plus de valeur à votre ami qu'à son chum. Ce sont deux individus, donc ils ont chacun comme un vote, si vous voulez. Donc, on va faire un calcul coût-conséquence pour essayer de déterminer quelle décision va amener vers le plus grand bonheur collectif. L'autre solution, ça serait la position déontologique de Emmanuel Kant. Hein? C'est-à-dire qu'on est devant une situation où on se demande, bon, ben, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Maintenant, ce qu'Emmanuel Kant va dire, c'est toujours agir selon la maxime, de façon à ce que je fais puisse devenir une loi universelle. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est, ben, finalement, si tout le monde faisait comme moi, hein, est-ce que ça me plairait que tout le monde fasse comme moi? Et là, vous avez besoin de vérifier si, finalement, si tout le monde décide de mentir par omission, par exemple, est-ce que ça va créer une contradiction logique? Est-ce que moi, je veux vivre dans un monde où tout le monde ment par omission? Et si la réponse est non, j'aimerais pas ça que tout le monde le fasse, ben, vous ne pouvez pas agir selon cette maxime-là parce qu'elle n'est pas universalisable. Donc, hein, soit le côté utilitariste, où on calcule les conséquences, ou le côté de la philosophie kantienne, le côté déontologique, où on essaie de voir un peu si ce qu'on s'apprête à faire peut être universalisable. Si on aimerait ça que tout le monde le fasse, ben alors on doit le faire. Et si on se dit, ben non, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas que tout le monde agisse comme ça, alors on ne doit pas agir comme ça. Donc voilà, deux pistes de solutions qui peuvent être intéressantes. Je suggère aussi là, la piste de solution de quelqu'un qui est extrêmement pertinent, que j'appelle, il s'appelle lui-même Stéphane Poirier, un grand philosophe, qui répond à la question, je vous rappelle, c'est vous surprenez le chum ou la blonde d'un de vos amis, trompez celui-ci, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en parleriez à votre ami? Ben, Stéphane Poirier, grand philosophe québécois, ici, nous écrit, lui, il est ni kantien ni utilitariste, il dit « Je lui fais du chantage, 3 petits points. Tu me suces, salope, sinon, bonhomme qui rit puis qui pleure en même temps. Ha ha! Ah, Stéphane Poirier, en fait, vraiment, là, vient de régler complètement le problème éthique, le problème moral qui était sous-tendu par la question de les infidèles du Québec. Donc voilà, une page Facebook qui est hautement pertinente, qui pourrait susciter des belles discussions pendant votre confinement. Moi, je vous encourage vivement à aller voir ça. Évidemment, ben, vous pouvez participer aux discussions si vous voulez. Vous pouvez même poser vos questions. Je vous souhaite des belles réflexions dans la communauté facebookienne des infidèles du Québec. La semaine prochaine, ou en fait peut-être en fin de semaine si j'ai le temps, on va faire des brownies. Ça va être super débile et écœurant, mais là, il vous reste peu de temps. Il faut vous trouver de la farine parce que la farine, c'est extrêmement rare ces temps-ci. Donc, courez à l'épicerie, achetez tous les sacs de farine que vous trouvez et préparez-vous à faire des brownies la semaine prochaine. Bye bye!